Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à ce balado avec Madame Renée Amilcar. Nous avons l'honneur de la recevoir. C'est la nouvelle présidente directrice générale de Mobilité Infra Québec. Bonjour, Renée, Bonjour, Madame Amilcar. bonjour Hélène, ça va bien? Ça va bien, merci, et Oui, vous? très très bien. Merci beaucoup d'accepter de tourner ce balado avec nous. Avec plaisir. Je pense qu'on a fait un beau contact cet été, puis je vous avais dit que je reviendrais, mais voilà. Alors, on est choyé qu'elle ait accepté. Surtout que ça fait 100 jours maintenant, déjà 100 jours. Alors, elle a été très surchargée, je dirais, très occupée. Alors, nous débutons toujours avec nos questions pour savoir, est-ce que vous pouvez nous parler du mandat de mobilité infra depuis que vous êtes en poste? Vous avez sûrement dû analyser comme il faut votre mandat, essayer de voir comment vous alliez le mettre en vigueur, le mettre en place. Est-ce possible de nous en parler? Oui, au fait, MIC, Mobilité Infra-Québec, est une agence autonome que le gouvernement a créée de manière à pouvoir faire soit des analyses, la planification, voire même la réalisation de projets complexes de transport public ou toute autre tâche que le gouvernement pourrait confier à MIC. Mais avant tout, on est vraiment là pour faire des projets complexes parce qu'on sait comment c'est difficile de réaliser ces gros projets-là. Donc, avoir une entité vraiment concentrée avec des experts, ça va être très important. Je pense que c'est gagnant aussi pour la province de Québec parce que MIC est en charge vraiment là, de toute la région de Québec et non pas seulement la grande région métropolitaine de Montréal. Et donc, comme vous parlez d'experts, ce sont vos employés. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'employés vous avez en ce moment au sein de l'organisation? Alors, moi, quand je suis arrivée en poste, là, nous étions deux Oh là employés, là! un VP et moi-même. C'est encore le cas. Outre, bien sûr, on a des employés qui nous sont prêtés du MTMD, là, de l'ancien MTQ, les auditeurs vont reconnaître l'acronyme. Et j'ai quelques ressources donc qui me sont prêtées. Et présentement, je suis en période de recrutement. Donc, à terme, on peut aller chercher jusqu'à 57 ETC, là, les équivalents à temps complet qu'on appelle dans notre jargon, donc 57 à employés, on peut dire ça comme ça. Et compte tenu qu'on va être une agence autonome, donc toutes les structures organisationnelles devront être mises en place. Mais bien sûr, je me suis donné là, comme objectif d'avoir le maximum d'experts vraiment en réalisation, en planification, en analyse de projet, de manière à vraiment maximiser les ressources là, qui vont m'être allouées. Donc, je suis à pieds joints présentement dans J'imagine. le recrutement. Donc, j'ai plusieurs postes qui sont à pourvoir. Alors, j'invite aussi les auditeurs, les auditrices d'aller voir notre site MIQ, cette plateforme-là. Et bien sûr, on est sur LinkedIn, etc., etc. Alors donc, pour les fins de ce balado, MIQ, vous avez tous compris, c'est Mobilité Infra-Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la différence entre MIC et les projets du ministère des Transports et de la Mobilité durable ou ceux de la Caisse de dépôt, par exemple? Des caisses de dépôt infra, c'est des PQ infra. Alors, le ministère va continuer encore à, bien sûr, à s'occuper de tout ce qui est routier, maritime, etc. Donc, ça n'enlève pas les rôles et responsabilités du MTMD. Et c'est des PQ Infra, on l'a vu, hein, on l'a connu dans le REM, entre autres. Et là, présentement, c'est des PQ Infra agit à titre de maître d'œuvre sur le projet de tramway à Québec. Oui. Et Mobilité Infra Québec, via un décret, sera responsable du volet ouvrage. Donc, nous, on va agir comme maître d'ouvrage dans le projet de tramway Québec. Donc, c'est des PQ Infra, et là, bien sûr, est capable de réaliser des grands projets d'envergure. On l'a bien vu avec le REM, et on va le voir aussi avec le tramway de Québec. Par contre, MIC, Mobilité Infra-Québec, nous, c'est vraiment via décret que le gouvernement va nous confier des dossiers. Et ces dossiers-là, nous, on n'aura pas notre mot à dire dans le sens que c'est pas un projet payant, donc on ne le fera pas. Donc, nous, on réalise ce que le gouvernement va nous demander. Et je trouve que c'est important aussi de dire le fait d'avoir tous les experts sous un même toit, donc d'un projet à l'autre, on va apprendre, on va bien entendu concentrer l'énergie, la connaissance et l'expertise sous un même toit, puis ça va faire en sorte qu'on va être encore plus efficient. Ceci étant,
c'est clair qu'on va travailler avec tous les partenaires. CDPQ Infra, moi, j'ai un plaisir de dire à Daniel Farina, qui est le nouveau PDG, qui va remplacer Ben, M. Arbour bientôt, là, le prochain mois. Donc, je lui dis, ben, t'es un frère, là. Donc, on travaille ah, ensemble, on travaille en collaboration. Mais nous, on va vraiment s'occuper de tous les projets, que ce soit des projets rentables ou pas. mhm. Si le gouvernement pense que c'est un bon projet pour le transport en commun et que ça va faire en sorte que le transfert modal va se faire, donc ça va être confié à MIC, puis nous, on va réaliser. Très bien, on va voir qu'on saisit très bien la différence. Puis, quelles sont vos priorités à court terme en ce moment? C'est clair que c'est de mettre la structure en place. Donc, moi, je suis vraiment chanceuse parce que la gouvernance en tant que telle, parce qu'on est régi par un conseil d'administration, Oui, c'est c'est vrai. Anne McDonald qui est excellente. C'est elle qui est la présidente du conseil d'administration. Elle a déjà nommé les membres de son conseil et je suis vraiment choyée parce que j'ai un conseil qui est solide. Les gens sont compétents, posent des questions. C'est plus d'ouvrage pour mon équipe et moi, mais je suis contente parce que c'est le fun quand on est bien gouverné. Bien, on peut encore mieux réaliser nos projets, puis bon, on va être imputable, puis je ne sais pas que j'ai besoin d'un conseil d'administration pour être imputable, mais je trouve que quand la structure est en place, c'est bien. Donc, la balle est dans mon camp, là, c'est vraiment moi, je dois recruter dans un premier temps mon vice-président projet, qui est le poste qui est le plus important dans ma structure. Et je suis en pourparlers là, présentement pour un poste de directeur général des ressources humaines. Mm. J'ai quelqu'un des communications qui va rentrer la semaine prochaine. Et puis, je cherche aussi quelqu'un en finance. Donc, vous voyez, là, je suis en train de mettre vraiment toute la structure en place de manière à ce qu'on soit prêt lorsque le gouvernement signera les décrets qui sera pour le projet structurant de l'Est. Mhm. Et puis aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, afin qu'on puisse jouer notre rôle de maître d'ouvrage sur Tramcité, qui est le projet du tramway de Québec. Donc, toute la question du recrutement là, constitue une priorité, je dirais, assez importante là, pour vous à ce moment-ci. Absolument. Puis ça va même plus loin. Ça va dans la description des tâches. Il a fallu, bien sûr, que je brosse un portrait de mon organigramme, comment je vais gérer ça Mhm. à court terme et moyen terme, mais surtout sur le long terme, comment on va faire pour retenir les experts. Donc, toute cette négociation avec le Conseil du Trésor, avec les gens qui sont en place au gouvernement présentement. Donc, on est là-dedans. Puis, c'est très intéressant parce que, bon, tranquillement, pas vite, ça va se traduire par des gens concrets qui vont rentrer dans la structure. Donc ça va être le fun. Vous êtes en train de bâtir hein, Oui, l'avenir. oui. Est-ce que, bon, en ce moment, j'imagine, il y a le décret, est-ce que le décret pour vous donner le mandat d'agir dans le dossier de quelconque projet vous a été accordé jusqu'à maintenant ou pas encore? Donc, il y a des pourparlers, bien entendu, présentement. Et puis, les décrets sont en écriture. Ça devra passer par le ministre, le Conseil des ministres, et ainsi de suite. Donc, je pense que vraiment, très tôt, l'année prochaine, les décrets devraient être signés, là, au moins pour deux projets. Le projet de tramway de Québec et le projet, le plan De- structurant de l'Est, là, que la ministre Guilbeault, d'ailleurs, avait bien clairement indiqué là, au printemps. C'était le premier projet là, qu'on allait confier à MIC. alors, vous Ouais, devez avoir hâte. très hâte. Ma prochaine question, c'est comment vous comptez collaborer, si c'est possible, avec les différentes agences de transport. On pense à la STM, à la RTM, à la STL, toutes les sociétés de transport. Donc, comment vous voyez, comment vous allez collaborer avec ces sociétés-là pour le transport collectif? Donc, moi, je me plais à dire que moi, je viens du milieu opérationnel. Hein. J'ai été en charge moi-même là, d'un réseau de transport, entre autres à Ottawa, et où ce que j'ai joué un rôle vraiment avant-gardiste là, dans la mise en place de lignes de train légers. Bon, je vous fais fi de tous les déboires quand je suis arrivée, tout ce qu'on a dû régler à Ottawa et comment j'étais fière lorsque je suis partie parce que les choses étaient bien en selle. Donc moi, j'ai encore ce chapeau-là et j'ai encore cette, cette fibre qui fait en sorte que même si maintenant je suis du côté des projets, je pense beaucoup aux Aux parties prenantes, aux usagers? usagers, Oui. aux utilisateurs et surtout les mainteneurs aussi. Parce que nous, à Mobilité Info Québec,
on va réaliser, mais on ne va pas opérer. OK. Mais j'ai quand même ce souci-là. Alors, je me plais à dire que notre marque de commerce, ça va être la collaboration. Ah, c'est bien. Parce que vraiment, en collaborant, je pense certainement qu'on va être en mesure de travailler avec tous les joueurs. Chacun va avoir notre rôle et on va avoir notre part de responsabilité, d'imputabilité et on va gagner ensemble. Je ne veux pas avoir du succès dans mon projet Seul. si le projet n'opère pas en tant que tel, ne répond pas aux besoins des utilisateurs, si la maintenance crée du souci parce qu'on a sauvé sur le volet projet en tant que tel. Donc, tout ça va demander vraiment une belle chorégraphie. Et comme j'ai joué un peu dans Dans ces ce pièces-là, film. c'est ça. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et ce sont des joueurs que je connais aussi, là, surtout dans la grande région métropolitaine. Puis c'est une belle façon d'aller chercher l'adhésion, l'acceptabilité sociale aussi, quand vous travaillez avec l'ensemble des joueurs. Ouais. Absolument. Puis faire preuve d'empathie aussi, ça va être très important. Et le fait aussi, moi, je vais utiliser beaucoup mon expérience pour dire, moi, je l'ai vécu. Je ne veux pas faire ma gérante d'estrade là, parce que j'ai tout vu, je comprends tout. Mais je veux dire, on a eu à négocier avec ça, puis voici ce qu'on doit garder dans notre radar, voici les lumières rouges, voici comment on peut détourner pour éviter de jouer encore dans ce film d'horreur. Et en tout cas, je vais le faire avec humilité, bien sûr, puis bon, j'espère que ça va fonctionner. J'en suis convaincue quand on voit votre énergie. Je voudrais vous ramener au budget fédéral, le plus récent budget fédéral qui prévoit 115,2 milliards sur 5 ans pour les infrastructures. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que Mobilité Infra-Québec pourrait être un facteur facilitant pour que ces fonds-là puissent peut-être être utilisés dans les dossiers de transport en commun? Moi, je me plais à dire là, qu'à chaque fois que quelqu'un parle de peut-être mettre de l'argent au niveau transport public et tout ça, moi, je salue toujours ça. Je pense que nous, on va jouer un rôle très important par la responsabilité que le gouvernement nous confie. Et dans ma structure, j'ai déjà une boîte de réservée justement pour aller voir des façons innovantes de financer les projets parce que l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on n'a pas d'argent. On a des besoins là, en transport public. Je pense que tout le monde le comprend, ça. Si on avait une meilleure offre, les gens viendraient et ainsi de suite. Alors, si on est capable d'utiliser notre créativité, si on est capable de sortir de la boîte pour penser, si on est capable de faire une bonne utilisation de l'argent, que soit le fédéral ou même voir la province, la municipalité aussi, nous donnera, à ce moment-là, je pense que définitivement, ça va multiplier les effets parce que si on est capable de démontrer qu'on est capable d'être efficient, à ce moment-là, ben, on va dire, OK, on va leur en donner un deuxième et un troisième. Donc, ça va être un beau défi pour mon équipe et pour moi-même, mais c'est clair qu'on voit ça de très bon œil, là, cet argent-là. C'est la créativité aussi, hein, Oui. trouver les façons d'aller chercher du financement. Absolument. Alors, malgré le fait que le mandat de MIC, hein, votre organisation, est axé sur la planification de nouveaux projets, est-ce que vous aurez un rôle à jouer pour réduire le déficit de financement dans le Donc, domaine? ça a le mérite d'être clair. Hein? La loi MIC spécifie vraiment notre champ d'expertise, notre domaine. C'est vraiment la planification, l'analyse d'opportunités et la réalisation de projets complexes aussi et structurants. Bien entendu, le gouvernement se permettra, s'il le désire, de nous confier d'autres mandats, mais notre rôle est clair. Et moi, j'aime ça parce que c'est bien défini. Donc, on a notre champ d'expertise, notre champ d'activité. Fait qu'on va vraiment se concentrer là, sur l'analyse, la planification et la réalisation de projets complexes. Très clair. Est-ce que vous avez l'intention de miser sur vous en avez un petit peu parlé, hein, des stratégies de financement innovantes, là, la valorisation immobilière de projets de transport, différentes façons de faire. Est-ce que vous avez déjà des idées? Parce que vous avez dit, on veut réfléchir à ça, on voudrait essayer d'être créatif, innovateur. Avez-vous déjà des idées de la façon de financer? Absolument, parce que bon, je me considère chanceuse parce que j'ai plusieurs collègues dans le monde. Et quand on regarde comment les gens font, on voit. Puis aussi, dans la loi MIC, il a été créé aussi là, une facilité pour qu'on puisse utiliser ce qu'on appelle les espaces aériens.
parce qu'il y a des belles Pouvez-vous possibilités. expliquer? Parce qu'effectivement, c'est pas si Absolument, clair que ça. Expliquez absolument. aux auditeurs. Au fait, ce qui arrive, c'est qu'on a par exemple, le métro, prenant la ligne bleue présentement qui se construit, il va avoir des possibilités de construire soit des commerces, des condos au-dessus du métro. Imaginez le bonheur de dire que j'ai même pas besoin de mettre mon manteau pour aller prendre Oui. mon métro. Donc, on pense qu'il y a une belle valeur. Ça va amener de la densité, Mhm. premièrement. Donc, ça fait en sorte que plusieurs personnes vont pouvoir utiliser le service qui est à quelques distances de marche. Et en plus, on sait qu'il y a une crise du logement Mhm. présentement. Donc, quoi de mieux de marier le transport avec la crise du logement? Ça amène des gens, ces gens-là vont avoir besoin de transport. Tout est réuni dans une même pièce pour faire en sorte que ça fonctionne. Et le gouvernement a été vraiment intelligent, je dirais, dans ce cadre-là, de faire en sorte que on va faciliter justement là, cette création de logements ou de commerces dans ces zones-là qui vont être prisées. Mhm. Donc, tout le monde va être heureux parce que quand on va emmener plus de monde, bien, ça va faire plus de monde dans le réseau de transport. Donc, ça va soulager les contribuables dans leurs taxes parce que si on est capable d'aller chercher des revenus autonomes, ça va nous aider aussi. Donc, c'est une des façons qu'on va aller chercher justement là, du financement innovant. Et on va s'asseoir avec nos collègues pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le Ouais, c'est monde. ça, j'allais vous Oui, demander. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Est-ce que oui, ça se fait ailleurs dans le monde? absolument. C'est beaucoup aussi le privé qui va investir. Donc, Mhm. on a vu des modèles PPP, là, les partenariats Public-privé. publics-privés. Donc, on parle de plus en plus de mode collaboratif où ce Mhm. que, bon, on va plus s'asseoir avec un contracteur, puis on va mettre carte sur table, on va connaître les prix au préalable pour éviter justement qu'il y ait des dépassements de coûts Mhm. surprises Mhm. et puis qu'on paye de l'argent de part et d'autre dans du juridique, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut aller chercher des investissements du privé, montrer comment on peut travailler ensemble pour dire voici les coûts réels qu'on pense que le projet va requérir, puis comment après ça on va financer ce coût-là, puis que ce ne sera pas une surprise. Mhm. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle façon. Il va falloir que, bien sûr, on emmène nos contracteurs potentiels à y À la adhérer. C'est table. quelque chose qui se fait beaucoup ailleurs. Ça commence tout doucement au Canada, au Québec, entre autres, mais tout doucement. La Caisse de dépôt, justement, utilise le mode collaboratif, justement, là, avec le Tramway de Québec. Mhm. Donc, on va voir comment ça va se passer. On va tirer des leçons apprises de ça, puis on va pouvoir, nous, bien entendu, appliquer ça. Contribuer. Oui, oui, C'est absolument. vraiment une belle idée, hein? Une de ces idées-là de densifier autour des stations de métro. Absolument, oui. Bon, là, je veux que vous nous parliez de vous, mais c'est parce que j'ai une question en lien avec vos grandes expériences, hein, parce que vous avez travaillé 19 ans à la STM, directrice exécutive de l'exploitation. Vous avez été directrice générale pendant plus de 3 ans chez OC Transport, c'est le service de transport en commun d'Ottawa. Oui. Vous avez aussi présidé l'Union internationale de transport public durant près de 2 ans. Donc, vous avez vraiment une grande connaissance, une grande expérience aussi dans le domaine du transport. Vous êtes la personne toute désignée pour être à la présidence de MIC. Est-ce que vous qualifieriez le transport en commun au Québec? Comment vous le qualifiez par rapport à ce qui se fait à l'international ailleurs? OK. Je dirais que c'est une excellente question parce que chaque continent, chaque pays, chaque ville a, a son lot de problèmes, puis ainsi de suite. Mais de façon générale, je dirais, on va parler là, depuis la pandémie, là, parce qu'on sait que la pandémie est venue jouer vraiment partout dans le Mm. monde. Et post-pandémique, autant les pays asiatiques, l'Europe, ils s'en sortent super bien. Ils ont des niveaux d'achalandage qui dépassent Ah même oui? les années 2019. Alors, c'est vraiment un autre mode. Mais il faut dire aussi que les gens sont plus addicts, comme on Mhm. dit, Au dépendent transport. plus au transport en commun dans ces pays-là, donc ça aide. Quand on revient en Amérique du Nord, entre autres, c'est plus difficile. Mm. Si je regarde Ottawa, par exemple, peine à avoir 70% des Oui. niveaux de 2019. Quand on regarde Montréal, Vancouver, sont à du 80-85%. Mm. Et les États-Unis ont à peu près le même modèle que nous ici, là. Donc, on voit que c'est plus difficile de ramener les gens. Le télétravail y est pour Oui, beaucoup, mais les oui. gens ont changé leur habitude. Mhm. Ceci étant dit, c'est clair que
le financement demeure le nerf de la guerre partout. Malgré que l'achalandage soit revenu dans les autres continents, dans les autres pays que j'ai énumérés tout à l'heure, c'est clair que ça demeure encore le nerf de la guerre, comme on dit. Oui. Ça, c'est très difficile. Le Québec, on le sait, on ne se le cachera pas. C'est difficile aussi. On parle de maintien d'actifs. Vous l'avez mentionné un petit peu tout à l'heure dans une de vos questions. On veut plus de projets structurants. On veut couper des rubans. Donc, oui, c'est beau d'investir dans des grands projets comme ça, mais il faut être capable aussi de les opérer. Par contre, moi, je vous dirais, avec mon expérience, surtout au Québec, et ce que j'ai vu un petit peu partout, je trouve que c'est une première qu'on parle autant de beaux projets au Québec. Ah, La ligne orange, c'est sûr que ça fait quasiment 20 ans, mhm. mais on l'a quand même prolongée jusqu'à la Rive-Nord, puis c'est un beau succès. On a parlé de CDPQ Infra tout à l'heure avec le REM. C'est vraiment exceptionnel ce qui est arrivé. Il y a eu des petits problèmes, mais je ne suis pas inquiète. Ça va bien aller parce que c'est normal de faire face à des problèmes au début. Oui. Bon, il faut juste savoir, bien sûr, là, bien les Rodé. expliquer, Rodé. puis etc., Oui. etc. On voit en plus qu'est-ce qui se passe aussi avec la ligne bleue, le prolongement que la STM est en train de faire, c'est extraordinaire. On a parlé du tramway de Québec là, tout de suite, là, donc c'est un autre projet qui s'en vient. On parle du projet structurant de l'Est pour l'Est de Montréal. Je sais que les résidents de l'Est de Montréal, je m'adresse à vous, là, je sais que vous voulez votre projet structurant, donc je travaille dessus. Alors je leur dis, et vraiment, jamais on en a autant parlé. Et moi, je trouve que à partir du moment qu'on en parle, on va trouver la bonne recette, puis on va y Les arriver. solutions, Oui, oui, améliorer l'efficacité. oui. Ah ben, en tout cas, on sent l'énergie, à quel point vous êtes enthousiaste. C'est vraiment, c'est communicant. Et je ne sais pas si vous saviez, Madame Amilcar, mais nous terminons toujours nos balados avec 5 questions de façon plus ludique, si je veux dire. Oui, Et bien, je commence, si ça vous convient. absolument. Bien, la première question, c'est quel est le mot que vous préférez dans le domaine du développement durable? Ah, sans hésiter, moi, c'est durable. Parce que pour moi, il faut que ce soit rapide, mais il faut que ça dure dans le temps et il faut que ça respecte, bien sûr, l'écosystème. Donc, pour moi, durable, c'est Durable important. est un beau mot. Oui. Quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Mohamed Megzouani, Mhm. qui est le secrétaire général de l'Union internationale des transports publics. Oui, j'ai été présidente pendant 2 ans et demi en passant. Ça a passé vite. On s'était vu cet été, ça faisait pas encore tout à fait. Mais là, 2 ans et demi, Déjà. j'ai été présidente de l'Union internationale des transports publics. Et Mohamed, plusieurs années de cela, moi, j'avais fait une formation pour apprendre justement le transport dans le monde. J'ai fait Liverpool, Berne et puis Tokyo, 3 belles villes. Et Mohamed, c'est lui qui était en charge à l'époque de la formation et il m'a transmis sa passion pour le transport Ah, public. il a réussi. Absolument, absolument. Moi, je suis une passionnée du transport public et je dis tout le temps qu'il a semé la petite graine, puis bon, il l'a arrosé un peu parce que il est extraordinaire cet homme et je l'aime beaucoup. Et ce qu'il fait pour le transport public, moi, je trouve que c'est extraordinaire, puis définitivement. Inspirant Oui, qu'il a oui, été et mentor, sûrement. absolument. Oui, 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 bravo, oui, oui. bravo. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable? Ça, c'est la question piège, hein? Moi, j'ai envie de vous dire, je pense que le Québec est audacieux dans ses façons d'emmener le développement durable, dans sa quête d'aller chercher justement des bonnes façons pour faire en sorte que on réalise ce qu'on a besoin aujourd'hui tout en respectant les futurs de demain, tout en respectant qu'ils vont à vivre avec les conséquences. Donc, moi, j'ai envie de prendre cette question-là, puis de la retourner à vos auditeurs, puis vous dire, et vous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites votre part pour vous assurer que le développement durable respecte le Québec, le Canada? J'ai envie de Qu'on dire ça. atteigne 10 sur 10 Oui, en termes de développement durable. l'art de contourner la question, hein? Quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec en termes de développement durable? Définitivement, Hydro-Québec, c'est notre fleuron. On est fiers.
Mais aussi, le gouvernement a mis en place un gros plan d'action 2023-2028 en matière de développement durable que je trouve très audacieux. Ça réunit plus de 110 ministères, puis je trouve que c'est bien. C'est clair que ce sont des paroles pour le moment, mais les paroles vont devenir des actes et ça va être concret. Donc, je trouve qu'il faut avoir de l'audace et j'aime ça, moi, quand je vois que notre gouvernement est audacieux à ce niveau-là. C'est bien. Et puis, de toute façon, vous, comme organisation, hein, une organisation publique, vous allez être assujetti à ce plan de développement durable. Vous avez 100%. sûrement plein d'idées. Puis notre dernière question, qui est plus drôle qu'autre chose, c'est si la réincarnation existe, quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? Je trouve que l'arbre représente beaucoup le développement durable, mais moi, définitivement, ce serait le bambou. Ah! Parce que le bambou, premièrement, c'est simple, ça s'auto-régénère et ça demande très peu d'eau et surtout, ça dégage énormément de carbone. Donc, moi, j'aime beaucoup, je considère que c'est un arbre, Oui, mais je c'est vrai. trouve que ça respecte tout l'écosystème et c'est très rapide et on sait très bien que dans l'ère moderne, on a besoin de rapidité et une belle rapidité avec le bambou qui respecte tout l'écosystème. Ce serait vraiment un beau modèle si tout le monde on pouvait adopter le bambou. Ah, mais c'est une belle façon de compléter. Je vais vous dire merci beaucoup, Madame Amilcar. Ce fut très agréable d'échanger avec vous. Et je suis Merci. certaine que les auditeurs et auditrices ont beaucoup apprécié ce balado avec vous. Et je vous invite, bien sûr, à l'écouter et le réécouter parce que c'est très inspirant. Merci beaucoup et merci à vous aussi. Merci Hélène, c'était un plaisir. Pour moi aussi.